Bonsoir à tous et à toutes et merci pour être venus ce soir à cette soirée organisée par les Cercles Manouchian, organisation Association d'éducation populaire de l'URC, Union pour la reconstruction communiste. Et ce soir, on voulait parler d'un thématique assez important qui n'est pas trop présent dans les médias, pas trop discuté, pas trop débattu et souvent aussi ignoré par beaucoup d'organisations politiques. Et on pensait qu'il était nécessaire de remettre un peu au centre du débat la situation dans la République démocratique du Congo. Et tout d'abord, on a deux intervenants qui vont nous donner beaucoup des éléments de compréhension sur une situation compliquée, qu'il est au croisement de beaucoup des chemins et beaucoup des analyses. C'est pour ça qu'on a vraiment appelé cette séance de formation en formation sur la guerre et pillage au cœur de l'Afrique, parce que quand même les Congo, il est vraiment le cœur de l'Afrique et tous les enjeux stratégiques, politiques, sociaux, ils se sont toujours joués à partir de ce pays-là. Donc, on est très content d'avoir ici ce soir Albert Mukulubundu du Front démocratique africain et Saïd Bouamama du Cercle Eri Barbous, du Front uni Immigration et Quartier Populaire. Il collabore avec Investigation, il est à l'URC. Bon, je continue cette discussion sur ce qui est en train de se passer récemment et depuis beaucoup de décennies au Congo. De faire vraiment un travail historique au coup d'État qu'il a renversé et tué Lumumba. Et ça, c'est déjà été les points qu'il a créés dans cette pays, toutes les tensions et tous les enjeux qui tous les puissances capitalistes et impérialistes ils ont eu, des pillages des ressources stratégiques et que ça continuait jusqu'à nos jours. Et on avait souvent répété un peu dans un petit texte qu'on avait écrit pour présenter la soirée, une phrase de Che Guevara qu'il était au Congo en 1965 en disant que la lutte de libération du Congo, c'était un enjeu essentiel et majeur parce que la libération ou des retombées sur tous les continents et même en défaite de cette libération nationale, il a eu des conséquences sur toute l'Afrique. Donc, c'est vraiment à partir de cette cœur-là qu'on va investiguer cette question qui est toujours le plus important dans une dimension où on le voit avec la situation qui est en train de se passer en Ukraine aussi. On voit l'importance des ressources stratégiques et des terres rares sur lesquelles peut-être il va se conclure un accord entre les États-Unis, l'Ukraine, la Russie et l'Union européenne. Et en particulier aussi pour remarquer une autre chose, c'est-à-dire que l'Union européenne, en particulier la France et les autres pays, ils vont être exclus de cet accord. Donc, vu qu'il y a des choses importantes comme une transition écologique qui est imposée, les lithiums et les autres minéraux qui sont très importants dans cette transition énergétique, les nouvelles technologies, en particulier tout ce qu'il est sur l'intelligence artificielle, les renouvellements et les investissements dans tout ce secteur-là, qui nécessitent des ressources stratégiques, les lithium, les cobalt, les cuivres et des autres choses comme ça. Si les États européens, en particulier l'Afrique, vont rester dehors de cet accord-là, sont obligés d'accentuer, d'accélérer aussi la guerre des pillages dans l'Afrique, qui était toujours un peu les précarés, malheureusement, des puissances impérialistes, et qui, quand même, en même temps, qui voient des mouvements, des nouvelles mouvements de libération nationale, des coups d'État patriotiques, ils ont essayé à renverser cette tendance historique néocoloniale que les puissances impérialistes ont toujours voulu avoir sur l'Afrique. Donc, il y a beaucoup d'enjeux. Donc, on discutera de tout ça et n'hésitez pas à poser des questions. C'est vraiment, je pense, un bon moment pour faire ça et répondre un peu à toutes les questions grâce à nos intervenants. Donc, je m'arrête là, je passe la parole à Albert. Merci beaucoup. Merci pour la parole. Je vous salue vous tous. J'interviens
au sujet de la RDC. Je suis du Congo Kinshasa. Il y a deux Congos, le Congo Brazzaville et le Congo Kinshasa. Le Congo Kinshasa, un pays colonisé par la Belgique. Ça a pris plus ou moins 75 à 80 années. Et en 60, le Congo arrache son indépendance. En tête, on a Patrice Emery Lumumba, avec une coalition des partis de gauche. Mais la Belgique, avec les États-Unis, vont s'arranger pour assassiner Patrice Emery Lumumba. Il sera d'abord évoqué illégalement le 5 septembre 1960. Après, il est arrêté et envoyé en prison dans le Katanga qui était sécessionniste, poussé par la Belgique, parce que Patrice Lumumba est le Premier ministre. Il fallait couper le gouvernement central des moyens, vu que la province du Katanga est une province riche en minerais stratégiques. Je dis en passant que l'uranium qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale est parti des mines de Chikolomwe dans le Katanga, pour montrer l'importance de cette partie de notre pays. Et le Katanga est poussé à la sécession par la Belgique, les États-Unis d'Amérique. C'est là que Lumumba sera transféré et assassiné avec Polo Maurice et Joseph Okito. Depuis cet assassinat, le Congo vit dans l'instabilité. Depuis 1960, je peux vous dire que rien ne marche. Parce qu'après l'assassinat de Lumumba, les partisans de Lumumba ont tenté de trouver une solution pacifique à la crise. Ils ont négocié à Madagascar, ils ont négocié à Coquilhatville, une province qui s'appelle maintenant Mbandaka. Ça n'a pas marché. Et ils étaient obligés, après avoir signé des accords avec Mobutu et Kasavubu, on a fini par arrêter et les assassiner aussi. Ils ont décidé de prendre les armes. Et mon défunt père était parmi ceux qui avaient pris les armes avec Pierre Mouléré, qui fut le ministre de l'Éducation de Lumumba. Ils ont occupé les 3/4 du pays. Et là aussi, c'est l'intervention des États-Unis d'Amérique, la Belgique, pour mettre fin à l'insurrection des partisans de Lumumba contre le régime néocolonial de Mobutu et de Kasavubu. En 1965, Mobutu arrive au pouvoir. Il contrôlait déjà l'État grâce à la CIA. Il a des conseillers militaires belges, occidentaux. Il arrive au pouvoir le 25 novembre 1965. Il va diriger le Congo pendant 32 ans. Et les richesses du pays appartiennent à l'Occident. C'est eux qui exploitent le pays. Rien n'est fait. Et c'est dans un contexte de la guerre froide. Et Mobutu est là pour empêcher, pour éviter l'influence de l'Union soviétique en Afrique. On avait le Congo-Brazzaville, on avait l'Angola avec Neto, qui ont vécu aussi à un moment donné en exil. Donc, ils étaient proches de l'Union soviétique de l'époque, et Mobutu, son rôle, c'était de déstabiliser tous ces pays en Afrique. Et lorsqu'on arrive aux années 90, avec la chute du mur de Berlin, tout ce qui s'est passé, l'Occident trouve que Mobutu est gênant. Il a tué des opposants, les lumumbistes, les hommes de gauche. Certains sont allés en exil. Il décide de se débarrasser puisqu'il n'y a plus cette crainte-là sur Moscou, sur l'URSS. Alors ils vont décider de mettre en place une autre alliance dans la sous-région. À partir de l'Ouganda, du Rwanda, ils vont déclencher une guerre. Ils vont décider de mener une lutte après la mort, l'assassinat de Habyarimana. Je ne reviens plus là-dessus. Ils vont créer un mouvement. L'objectif, c'est d'avoir la main sur le Congo.
et surtout sur les richesses de la République démocratique du Congo. Ils vont contacter un maquisard, un ancien lumumbiste qui est en exil, Laurent Désiré Kabila, euh, qui arrive dans ce regroupement appelé AFLEN, Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo. Il est porte-parole au début, mais les Américains se méfient de ce monsieur parce qu'ils se souviennent qu'il était avec Che Guevara dans son maquis. Ils ont sa fiche. Il a fait des otages américains. Ils disent à Museveni, le président de l'Ouganda, et les Rwandais qui étaient au pouvoir, Kagame et Tshisekedi, nous ne sommes pas sûrs de ce monsieur Laurent Désiré Kabila. Mais les autres vont leur donner des garanties en disant c'est nous qui allons mettre les troupes, il n'y a pas à vous inquiéter là-dessus. Il est porte-parole. Au fur et à mesure que la guerre avançait pour chasser le régime de Kabila prenait aussi son indépendance vis-à-vis du Rwandais qui était autour de lui, de l'Ouganda. Et avec l'aide de l'Occident, il va réussir le 17 mai, il a commencé au mois d'octobre, au mois de mai, il va renverser le régime de Mobutu. Mais avant qu'il arrive au pouvoir, les multinationales viennent à Goma rencontrer Kabila pour signer les accords miniers. Donc Kabila se dit, si je refuse à ce stade, je n'arrive pas à Kinshasa. Il signe avec eux, mais quand il arrive à Kinshasa, il leur dit, j'étais là un chef rebelle, un maquisard, ce que j'avais signé avec vous n'engage pas l'État congolais. Nous allons mettre en place une législation en matière d'exploitation minière. Vous allez vous conformer à ça pour l'exploitation des richesses minières du pays. C'est là que les divergences ont commencé. Ils ont cru qu'ils allaient faire de Laurent Désiré Kabila ce qu'ils avaient fait de Mobutu, c'est-à-dire qu'ils mettent à leur disposition les richesses minières du pays. Et Mobutu et Tshisekedi, comment il s'appelle, Kabila Laurent a refusé. C'est ça le début de la deuxième guerre qui va commencer le 2 août 1998. Les armées rwandaises complotaient déjà, quand ils avaient compris que Kabila n'acceptait plus leur dictat. Kabila a tout appris de complot lorsqu'il s'est trouvé à la Havane avec Fidel. Fidel lui a dit qu'il y avait un complot contre lui, donc il y a un coup d'État qui s'est préparé, il était au courant. Il est rentré à Kinshasa, il a mis fin à la coopération militaire avec le Rwanda. Il a demandé aux Rwandais de rentrer chez eux, les Ougandais. Et ils ne sont pas rentrés chez eux, ils sont allés jusqu'à la frontière. De là, ils ont décidé de déclencher la guerre qui a commencé, comme je l'ai dit, le 2 août. Ils vont prendre des avions pour atterrir à Kitona, donc non loin de la ville de Kinshasa, dans la province du Congo central. L'objectif, c'est de marcher jusqu'à Kinshasa. Ils ont planifié ça pour 2 semaines pour renverser Kabila, en sachant que Kabila n'avait pas d'armée, puisqu'il venait de chasser le pouvoir de Mobutu, il n'y avait plus d'armée. Ils étaient sûrs qu'ils allaient prendre le pouvoir en chassant Kabila Laurent. Il faut dire que Kabila, c'est quelqu'un c'est un marxiste, c'est un communiste. Et il a vécu en exil comme nous, comme moi et mon défunt père. Il a soutenu, mes parents ont soutenu des mouvements de libération en Afrique. C'est le cas de l'Angola avec le MPLA, c'est le cas avec l'ANC. On a rencontré pas mal des organisations, l'UPC, à Brazzaville, la SWAPO, la ZANU de Mugabe. On se connaissait en exil pendant la dictature de Mobutu qui avait duré 32 ans. Et Kabila va demander l'assistance militaire à la Namibie, en Angola et au Zimbabwe. Et ils vont envoyer leurs troupes pour contrer l'avancée des troupes rwandaises, soutenues par les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, disons-le clairement, de l'Occident. Donc Kagame armé par les puissances occidentales, l'objectif c'est de chasser Laurent Désiré Kabila. Kabila fait de cette guerre en dehors des armées qui viennent de la solidarité africaine, parce que Kabila c'est un panafricain.
Il a cru aux idéaux de Patrice Emery Lumumba, c'était un humaniste. Les autres arrivent, ils aident le gouvernement congolais, mais Kabila a fait de cette guerre une guerre populaire. Il dit la guerre doit prendre une dimension populaire parce qu'en face de nous, nous avons des gens aguerris, bien équipés. Ça doit être une affaire de toute la population pour défendre nos frontières. Ne vous contentez pas au travail de militaires venus de l'extérieur. Impliquez-vous, mobilisez-vous à tous les niveaux pour défendre la patrie. C'est ce que tout le monde, en majorité, avait fait. Et les Rwandais avaient du mal à progresser. Et la guerre commençait à prendre plusieurs mois. Ils ont tenté, ils sont arrivés dans la province de Matadi, donc dans le Congo central. Ils avançaient vers Kinshasa. Alors, donc l'armée rwandaise a survolé le territoire angolais. L'Angola avait ils étaient très hésitants d'intervenir militairement. Il y a eu le passage d'un ministre russe dans la région qui faisait le tournée. Il a dit aux autorités angolaises, si vous n'intervenez pas au Congo, après le Congo, ça sera votre tour. Et ils se sont réunis à Ouagadougou, je crois à l'époque, tous les rebelles de la zone. Il y a eu un rapport qui a été fait par les services. On a dit aux Angolais, voilà, Savimbi était à Ouagadougou avec tous les autres rebelles de la région et les Rwandais, ils se sont réunis. Et l'armée angolaise a décidé de sortir 80 chars amphibies pour s'attaquer aux Rwandais, l'armée rwandaise qui était déjà dans l'un de la ville de Kinshasa, dans la province du Congo central. Je me souviens à l'époque, c'était Madeleine Albright qui était aux affaires. Les Ougandais aussi avaient envoyé un bataillon appelé les troupes d'élite, Buruma Force, et ils se sont affrontés avec l'armée angolaise. Et Albright a demandé à Mugabe, qui était le président de la SADC, l'exercice, de faire en sorte qu'on ne tue pas tous ces Ougandais, qu'on ouvre un couloir pour leur permettre d'aller du côté de Savimbi. Donc ça montrait très bien que c'était leur guerre, c'est eux qui étaient derrière toutes ces forces qui venaient pour prendre le pouvoir, renverser Laurent Désiré Kabila. Ils ont essayé par la voie militaire, ça n'a pas marché. Et les Angolais ont aidé l'armée congolaise, les Zimbabwéens se sont battus dans la province minière du Kassai, parce que comme en 60, à chaque fois qu'il y a un patriote, il y a un révolutionnaire qui est à la tête du Congo, les grandes puissances, les États-Unis particulièrement, ils font tout pour vous couper du Congo, le Congo le plus important, là où il y a des richesses minières. En 60, avec Patrice Emery Lumumba, ils ont déclenché ce qu'on appelle les sécessions. La sécession katangaise avec Moïse Tshombe et Albert Kalonji dans des régions minières et l'État n'avait plus de moyens. Avec Kabila, ils ont déclenché ce qu'on appelle des rébellions. On avait coupé le gouvernement central des moyens. Il nous restait que la province du Kassai qui produisait du diamant. Alors, Kabila a signé un accord avec le Zimbabwe pour exploiter les richesses minières du pays afin d'avoir des moyens parce qu'on nous avait mis sous embargo. Et ça nous a permis d'acheter des armes et de continuer la guerre. Mais ils ont compris que c'était difficile de gagner cette guerre. Ils vont décider d'assassiner Laurent Désiré Kabila. Ils vont utiliser les gardes. Malheureusement, certains de ces gardes qui étaient autant de jeunes fidèles que Kabila avait recrutés lors de sa marche venant du Rwanda, de la frontière rwandaise, il y avait quand même quelques infiltrés qui étaient restés dans le cercle de Kabila, Laurent. C'est à travers eux que ces gens sont passés pour assassiner Laurent Désiré Kabila. Je le dis parce que je me suis constitué avec quelques camarades
partie civile lors du procès de Laurent Désiré Kabila. Donc, l'ambassade des États-Unis à Kinshasa était impliquée dans ce coup. Ils ont assassiné Laurent Désiré Kabila et la situation devenait très compliquée. Beaucoup racontent, donnent leur version des faits autour de cet assassinat. Mais Joseph Kabila, le fils de Laurent Désiré Kabila, ne se trouvait pas à Kinshasa, il se trouvait dans le Katanga. Et c'est les Zimbabwéens qui ont tout fait pour le ramener à Kinshasa. Lorsqu'ils l'ont ramené à Kinshasa, il y a eu des réunions. Et finalement, ils ont décidé, comme la situation était militaire, c'est un officier, on devait lui confier la responsabilité des affaires de l'État. C'est à ce titre qu'il est devenu président de la République. Bon, on croyait que c'était fini. Ce n'était pas fini parce qu'il fallait négocier la paix. Et on a demandé à tout le monde d'aller se réunir en Afrique du Sud. Et pendant ces réunions en Afrique du Sud, on a sorti une formule appelée 1+4. Donc, Kabila Joseph restait président de la République. On lui collait 4 vice-présidents, certains venus des mouvements rebelles, pro-Rwanda, pro-Ouganda, le cas de Bemba et Azarias Ruberwa, et on a pris un opposant politique à Kinshasa, et un autre qui était vice-président pour le compte de la famille politique du président de la République. Et celui qui était là, c'est Yerodia Poulaï Dobassi, qui a vécu longtemps ici, un ancien maquisard aussi. Et moi, j'ai eu à travailler dans son cabinet. Et on a signé les accords, on croyait que la paix, c'était fini, on était désormais en paix. Non. Quelques temps après, le Rwanda a repris la guerre en recrutant d'autres mercenaires. C'est l'épisode de Nkunda Batware. On va reprendre la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Et jusqu'à contraindre le gouvernement à négocier de nouveau les accords du CNDP avec le CNDP, le mouvement à Nairobi, les accords de Nairobi. Et c'est ce mouvement, le CNDP, qui s'est transformé parce qu'ils ont signé cet accord le 23, je crois, le 23 mars 2012, si je ne me trompe pas. Et c'est ce CNDP qui s'appelle désormais le M23, qui s'est transformé en M23. Et on a signé les accords, ils ont été intégrés dans l'armée congolaise, et voilà, ils ont continué à préparer d'autres mouvements, d'autres guerres en sourdine. La stratégie pour eux, c'est de continuer à avoir la mainmise sur les richesses du pays. Du fait que l'armée congolaise n'était pas vraiment aguerrie, pourquoi? Parce que lors de ces négociations en Afrique du Sud, on a obligé à l'État congolais d'intégrer les troupes venues des mouvements rebelles dans l'armée nationale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est difficile, tous ces gens venus du Rwanda, qu'on nous présente comme des Congolais, au fait, ce sont des éléments de l'armée rwandaise qu'on a injectés dans l'armée congolaise. On a des éléments soutenus par l'Ouganda qui se trouvent dans l'armée congolaise. Et comme ces deux pays-là, avec le soutien de l'Occident, tiennent à avoir la même mise sur les richesses minières de ces deux provinces, le Nord et le Sud Kivu, donc ces pays utilisent leur réseau au sein de l'armée congolaise pour anéantir la capacité de défense de l'armée. Donc à chaque fois qu'ils déclenchent la guerre, comme ils ont des complices dans l'armée congolaise, c'est difficile que cette armée puisse se défendre face aux assauts venus du Rwanda principalement, et aussi de l'Ouganda, puisqu'on ne parle presque pas de l'Ouganda. C'est ce qui rend difficile aujourd'hui la situation. Mais entre-temps, eux, ils continuent à piller les richesses minières du Kivu. Je vous donne quelques chiffres. En 2022, par exemple, dans le cas des exploitations de matières premières, on était à plus ou moins 700 millions d'euros que le Rwanda, les chiffres que le Rwanda a fait,
en termes d'exploitation des richesses minières de la République démocratique du Congo. En 2023, ils sont passés à plus d'1 milliard d'euros d'exploitation des ressources que le Rwanda ne dispose pas dans son sous-sol. Ça vient principalement du Congo. Le cobalt et l'autre, qui sert à une technologie mondialisée. Comme on l'a toujours dit, les téléphones qu'on utilise, c'est le sang du peuple congolais. Tout le monde le sait. Bon, on a vu l'Union européenne signer des accords avec le Rwanda, alors qu'ils savent très bien que les matières premières que le Rwanda met à leur disposition ne viennent pas de son sous-sol. On a accepté ça. Donc, on se retrouve dans une situation où on a rendu notre armée, on l'a mis dans une situation d'incapacité de défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Et on continue à piller les richesses du pays. L'État se retrouve sans moyens. La misère est là. Entre-temps, on impose au gouvernement central les programmes d'ajustement structurel, FMI, Banque mondiale et consorts. Et c'est ça qui est à la base du chômage en masse au Congo. Les gens ne travaillent pas, les enfants ne vont pas à l'école, il n'y a presque pas d'infrastructure. Conséquence, on assiste à ce qu'on appelle des koulouna. Les koulouna, c'est des jeunes gens qui agressent les paisibles citoyens, qui n'ont pas été à l'école, ils ne travaillent pas, ils sèment l'insécurité à travers tout le pays. Là, dernièrement, le ministre de la Justice a décidé de passer à... Comment ils appellent? Ils vont appliquer la peine de mort pour tuer tous ces jeunes-là. Alors que le vrai problème n'est pas résolu. On ne change pas la politique qui est à la base du chômage qui crée cette situation, mais on décide quand même d'éliminer physiquement ces jeunes-là sous prétexte qu'ils sèment l'insécurité. Donc, c'est dans ce contexte-là que on a l'insécurité à Kinshasa, à l'Est. Mais là, dernièrement, qu'est-ce qui est à la base de ce qui est arrivé? C'est depuis 2018, après le départ de Kabila. Kabila a tenté le fils, il a fait 18 ans à la tête du pays. Il est arrivé fin mandat. Il arrive fin mandat, il avait l'intention de changer la Constitution. Mais sous la pression américaine, il a dû faire marche en arrière. Pourquoi les États-Unis ne voulaient plus de lui? Parce qu'entre-temps, il s'est rapproché des Chinois, il a signé un accord d'exploitation minière avec la Chine. Et ça n'a pas plu aux Américains. Alors que dans la région, tout le monde modifie et changeait la constitution pour rester. Sassou, il a fait ça, le Congo-Brazzaville. Kagame, je ne sais pas, il est à vie. Il est à vie, personne ne part. Ce n'est pas autant que je soutiens le changement des constitutions pour rester à la tête. On a observé tout ça. On a mis la pression à Kabila pour qu'il respecte la constitution, ce qui n'était pas une mauvaise chose. Il décide de respecter cette constitution. Il présente un candidat à lui aux élections qui malheureusement ne gagne pas les élections de 2018. Celui qui gagne les élections de 2018, c'est Martin Fayulu. Mais Tshisekedi est là, celui qui est actuellement au pouvoir. Fayulu est soutenu par l'Occident. Tshisekedi aussi est un homme de l'Occident, mais il se montre ouvert à Kabila. Kabila se voit dans l'obligation de signer un accord avec lui. Il demande à celui qui gère la commission électorale, Corneille Nangaa, de faire un deal, de signer un deal avec Corneille Nangaa. On ne proclame pas Martin Fayulu, mais on proclame Félix Tshisekedi qui n'a pas été élu, qui n'avait que 15%. On fait de lui président de la République. Et les chancelleries qui sont à Kinshasa sont impliquées dans cette démarche-là. Pourquoi? Parce que pour les chancelleries occidentales qui sont à Kinshasa, on ne veut plus voir Kabila à la tête du Congo. Même si ce n'est pas Martin Fayulu qui avait gagné les élections,
c'est Tshisekedi, c'est aussi un des nôtres. Le plus important, c'est de se débarrasser de Kabila. Tshisekedi arrive au pouvoir, il signe un deal avec Kabila, il va protéger Kabila, il ne va pas le livrer, parce qu'entre-temps, l'Occident veut mettre la main sur Kabila. Il signe un accord, Kabila a la majorité à l'Assemblée, ils vont gérer les 5 ans à deux familles politiques. Après une année et quelques mois, sous l'influence d'un diplomate américain appelé Mike Hammer à Kinshasa, Tshisekedi retourne la majorité. Il ne veut pas dissoudre l'Assemblée pour aller aux élections. Ça coûte cher, c'est un risque. Il achète les députés de Kabila. Il modifie la Constitution. Il modifie le règlement intérieur qui dit quand vous vous déclarez appartenir à une famille politique, c'est pour toute la législature, vous ne changez plus au niveau de l'Assemblée. Mais il change la loi, le règlement. Il donne à ses députés des véhicules 4x4. Il leur donne de l'argent, beaucoup d'argent, certains touchent 20, 15 000, ça dépend, de dollars. Il achète cette majorité. Il casse l'alliance sous l'influence de ces diplomates américains, finit avec Kabila. Et il devient majoritaire, c'est lui qui dirige. Et il commence petit à petit à éliminer les témoins gênants du deal. Corneille Nangaa, qui l'a proclamé élu alors qu'il n'a pas gagné les élections, il est aussi témoin gênant. On lui avait donné un certain nombre d'avantages, on lui retire tous ceux qui assuraient sa sécurité, les policiers et autres, tout ce qu'on lui avait donné, les mines dans la province des Victories, tu sais qu'il le retire. Ils sont arrivés, son arrestation, il décide de quitter Kinshasa pour s'associer au M23 avec le Rwanda pour déclencher la guerre que nous vivons actuellement. Entre-temps, avant que Tshisekedi ne casse avec Kabila, il avait fait venir le M23 à Kinshasa en disant « Moi, je vais rompre avec Kabila. » Il s'est pourrait que, comme c'est lui qui a formé cette armée, qu'il me destitue. Je voudrais que vous veniez m'aider au cas où Kabila déclenche une guerre ici à Kinshasa, que vous puissiez m'aider à le contrer. Le M23 est resté à Kinshasa pendant 14 mois. Tshisekedi n'a pas honoré sa promesse. Furieux, ils sont rentrés vers le Rwanda. Alors, quand Corneille Nangaa sent que Tshisekedi ne respecte plus le deal, il veut mettre la main sur lui, il décide d'aller s'associer au M23 et déclencher la guerre que nous vivons actuellement. Donc, il y a Corneille Nangaa qui se plaint que le deal n'a pas été respecté. Kabila qui était resté au pays. Bemba ne le pardonne pas, il a fait 10 ans en prison. Il est ministre de la Défense, il s'arrange avec Tshisekedi pour chercher à arrêter Kabila. Kabila, au courant de la situation, il s'évade, il est en Afrique australe. C'est là qu'il vit maintenant. Alors, donc, on a Corneille Nangaa qui a signé un deal avec Tshisekedi, qui n'est pas respecté par Tshisekedi. On a le M23 qui a signé avec Tshisekedi, qui n'a pas, leur accord n'a pas été respecté. On a Tshisekedi qui a signé avec Kagame un certain nombre d'accords. Il lui avait donné ces mines du Maniema, par exemple, alors que le Congo dispose d'une compagnie d'exploitation minière, mais Tshisekedi, dans son rapprochement, il a donné pas mal de choses au Rwanda. Tous les engagements qu'il avait pris n'ont pas été aussi honorés, ou ça a mal tourné. Et tout ça crée une alliance de gens qui décident de reprendre les armes pour chasser Tshisekedi du pouvoir et continuer toujours à avoir la même mise sur les richesses du pays. Bon, aujourd'hui, avec l'évolution, la Chine qui contrôle les richesses minières du Congo, une grande partie, le cobalt,
qui a signé des accords sous Kabila, contrôle vraiment une bonne partie de l'exploitation. Les Américains qui tiennent absolument à reprendre ce que les Chinois ont pris, soutiennent le Rwanda et les mouvements qui ont déclenché la guerre. On est dans cet environnement au Congo, de ces gens-là qui mènent la guerre. Et la guerre a déjà occasionné plus de 10 millions de morts. En plus du pillage des richesses. Les femmes violées, n'en parlons pas. Les jeunes filles, aujourd'hui, qu'ils ont repris la guerre, ils ont occupé, ils ont pris Goma. Maintenant, ils sont à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Goma, c'est dans le nord Kivu. Ils vont vers Ouvira. Probablement qu'ils vont entrer dans le Katanga. Mais le nombre de morts qu'on a eu là à Goma, ça a gêné tout le monde au point que tout le monde se mobilise, la diaspora. Il y a aussi des élus d'origine africaine, congolaise et autres qui se sont vus dans l'obligation de lever le temps pour dire non, trop c'est trop. Et face à cela, on constate depuis un certain temps le débat sur le Congo, la guerre au Congo, aux Nations Unies, c'est à l'ordre du jour, à l'Union européenne, on prend des mesures, mais est-ce que ça va changer la situation sur le terrain? Je doute fort, mais il y a quand même l'Église catholique et protestante, ils ont cette habitude par le passé de s'impliquer lorsqu'il y a des crises pour chercher les voies et moyens de trouver des solutions aux problèmes. Et là, la conférence épiscopale du Congo, la CENCO, et l'ECC, l'Église protestante, ont élaboré un document appelé Pacte de paix. Ils veulent un dialogue. Ils ont vu le président Tshisekedi. Ils ont rencontré ceux qui sont dans la rébellion. Ils sont allés voir Kagame. Ils circulent partout, ils sillonnent partout. Ils ont vu les hommes politiques qui sont politiques. Ils proposent un cahier de charge, une feuille de route, pour que tout le monde s'implique dans ce qu'ils ont préparé, afin d'engager les négociations pour trouver une solution à la situation qui prévaut actuellement. Mais comme toujours, ça passe généralement par le partage du pouvoir. Compte tenu du fait que Tshisekedi n'avait pas été élu, et il a organisé les élections en 2023 qui sont contestées parce que c'était de la fraude. Et l'opposition dit, nous devons aller vers une transition sans Tshisekedi, on remet les compteurs à zéro, on prépare les élections, on va résoudre le problème de légitimité et on va prendre un nouvel élan. Et on est à ce stade-là, on ne sait pas si tout va marcher parce que Tshisekedi a fait marche en arrière, il dit qu'il ne veut pas que ce processus. Voilà dans quelle situation vit le Congo. Et ce qui est décevant, c'est la situation des habitants des provinces occupées actuellement. Privés des moyens de vivre, donc il n'y a presque plus de médicaments puisque le Goma est coupé du monde à part en passant par le Rwanda. L'aéroport est fermé. Là, le nord, le sud Kivu aussi, Bukavu, ça sera la même chose. Donc les gens n'ont pas de médicaments. Quand là, ils viennent de rétablir l'électricité, on commence à sentir les effets de la crise au nord Kivu. Il y a eu beaucoup de morts. Là, j'ai vu, on avait déjà, donc le chiffre ne fait qu'augmenter. Pour les dernières attaques là de Goma, aujourd'hui, on parle de plus ou moins 8700 morts lors des dernières attaques. Donc, c'est difficile pour ce grand pays francophone. Et curieusement, la France a confié à la francophonie, un pays qui a cessé de parler le français, il n'y a pas de solidarité. Voilà pourquoi les Congolais pensent qu'il n'y a pas que ça. Les positions
de la France par rapport à cette question sont très critiqués au Congo, parce qu'on estime que Macron est plus proche de Kagame que de la République démocratique du Congo. Les gens ne voient même pas tout ce qu'il y a. On voit le peuple congolais. Et voilà pourquoi nous, on a saisi cette opportunité. Nous rencontrons les élus, mais nous faisons aussi ce que nous faisons actuellement là, que nous appelons une diplomatie populaire. Donc, on parle à la population, on parle à plusieurs rassemblements pour sortir ce débat des salons, pour que ça devienne une affaire du peuple, parce que nous n'avons pas de problème avec le peuple français, ni avec le peuple européen. Ils sont exploités comme nous également. Et voilà pourquoi on a recouru à la solidarité des peuples en Belgique, en France, un peu par-ci par-là. Voilà pourquoi ça bouge. Et je vous remercie d'avoir pris l'initiative de nous faire venir ici pour parler. Et dernièrement, avec la DUP, on était au Sénégal, à la conférence internationale sur le panafricanisme. C'était une opportunité où nous avons rencontré plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest qui n'ont toujours pas la bonne version de ce qui se passe en Afrique centrale. Le Congo est vaste, il est loin, mais il est stratégique. Comme disait le camarade, Che Guevara est venu au Congo parce qu'il savait que le Congo est au centre de l'Afrique. Et Frantz Fanon a dit, l'Afrique a la forme d'un revolver, mais la gâchette de ce revolver se trouve en République démocratique. Si le Congo donne le bel exemple, on a 9 frontières. Si le Congo donne le bel exemple et qu'il y a la transparence dans la gestion des ressources minières, en tout cas, les autres pays vont suivre. Si nous sommes un État réellement démocratique, si on a des infrastructures et que les choses se passent bien, l'exploitation des richesses avec tout le monde, pourvu qu'on respecte les règles. Pas seulement pour le Congo ou pour l'Afrique, pour l'humanité tout entière, mais pourvu qu'on respecte notre souveraineté, notre indépendance. Et ce n'est pas le cas. Donc, voilà, ce pays est déstabilisé et ça freine aussi le développement les longs de l'Afrique et de la sous-région. Voilà pourquoi nous, on saisit ce genre d'opportunités pour venir parler. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas hésité quand un camarade Augustin m'a dit que, bon, il fallait parler du Congo. On s'était déjà vu à Dakar. Tout de suite, j'ai sauté sur l'occasion. Voilà pourquoi je suis venu. Je crois que je m'arrête là, je laisse ça, ça y est. Bah, merci beaucoup, Albert, pour cette contextualisation historique. Je pense qu'il était très nécessaire pour comprendre un peu toute l'évolution récente de ce qui s'est passé au Congo pendant des décennies. Surtout aussi en description de la situation politique des forces et des fractions dans toutes ces années-là, et surtout un panorama très compliqué des en balkanisation, des tentatives un peu de fragmenter en unité nationale, en unité territoriale, en unité politique, qui va permettre à la puissance impérialiste de mieux exploiter tout ça. Je pense que les parallèles qui on peut faire, qu'on connaît très bien, c'est toujours un peu la situation de Lumumba. Ça rappelle après dans tous les autres cas des hommes et femmes politiques qui se sont opposés à les ingérences au néocolonialisme, à l'impérialisme européen et américain. Ils ont tout été tués. Donc, Lumumba était un des premiers, jusqu'à Sankara, c'était un massacre de tous les hommes et femmes politiques qui sont soutenus ça. Et là, pour continuer sur cette soirée d'information, formation, et après, à partir de ça, bien sûr, chacun dans tous les contextes politiques pourra parler de ce qui est en train de passer au Congo, et après, mener nous ici la lutte contre notre propre impérialisme, qui joue un rôle fondamental avec tous les accords que l'Union européenne a passés avec le Rwanda, les soutiens politiques de Macron à Kagame. Donc, c'est très important de ne pas oublier ça, et tous les accords économiques qui sont au centre des exploitations et des pillages. Donc, sur ça, Saïd, je pense, qui nous fait un panneau en explication un peu de tous les enjeux qui partent de le Congo, de le cœur de l'Afrique,
et qui un peu peut être la synthèse aussi de tous la situation internationale. Bien, beaucoup de choses ont été dites et disons-le d'emblée, je considère le Congo, comme la Palestine, comme des nœuds stratégiques. C'est-à-dire des endroits où se joue aujourd'hui l'avenir du monde, où se jouent les rapports de force internationaux, où se révèlent les véritables orientations qui sont posées au peuple aujourd'hui. Alors pour bien saisir à mon sens la situation particulière du Congo aujourd'hui, quand même 10 millions de morts et aussi peu de couverture médiatique, on peut dire les journalistes sont loin, ou on peut dire ça révèle la place des intérêts d'un certain nombre de puissances occidentales dans la région. Nous ne sommes pas devant une guerre civile qui aurait fait quelques dizaines de milliers de morts. Nous sommes devant 10 millions de morts sur des décennies maintenant. Et pourtant, nous avons un silence médiatique. Et pourtant, nous avons une ambiguïté politique, puisque, comme tu le soulignais, on achète le minerai du sang qui vient du Congo. D'abord, pour bien saisir les enjeux de la situation congolaise, et je pense qu'aujourd'hui, l'avenir du monde se joue en Palestine, au Congo, dans quelques endroits du monde. Il y a 3-4 nœuds stratégiques, il n'y en a pas des milliers, dans lesquels l'avenir du monde et l'avenir des rapports de force se jouent. Il faut contextualiser historiquement, contextualiser de manière géostratégique, contextualiser économiquement, situer le moment historique qui est le nôtre pour pouvoir véritablement saisir les enjeux. Sur la contextualisation historique, bien entendu, sur chacun de ces points, je ne peux être que rapide et caricatural, et s'il y a des questions, on pourrait y revenir. Rappelons d'abord que le Congo a une histoire particulière dans le rapport aux pays impérialistes. Puisque à la conférence de Berlin, le moment dans lequel les puissances impérialistes se divisent l'Afrique, on a une image qui est un peu déformée. On a l'impression qu'ils se sont contentés de se diviser les pays africains. L'essentiel de la conférence de Berlin n'a pas été sur le partage des pays africains, puisque l'essentiel n'était pas encore conquis. Il a porté sur des débats, pour l'essentiel, pour les 3/4, sur 2 questions. La question du fleuve Niger et la question du fleuve Congo. C'est ça qui a été l'essentiel du débat. Pourquoi ? Parce que aucune des puissances impérialistes, compte tenu de la place particulière du Congo et compte tenu de ce qu'on connaissait déjà de ses richesses, ne voulait céder le Congo à d'autres. Et on a eu là une invention particulière, une forme de colonialisme nouveau qui a été formalisée. Vous connaissez tous les formes de colonialisme que l'on connaissait déjà, le colonialisme d'exploitation, dans lequel on exploite le sous-sol et les travailleurs et la force de travail. Le colonialisme de peuplement, dans lequel on vient implanter un nouveau peuple, comme en Palestine. Et là, on invente une nouvelle forme de colonisation qui est le colonialisme collectif. On va mandater le roi des Belges, très intelligent, qui voit très bien la richesse personnelle qu'il peut avoir, pour gérer le Congo au nom de toutes les puissances impérialistes. Et dès ce moment-là, la question congolaise n'est plus la question classique de l'impérialisme, c'est plus la question algérienne qui dépend du rapport de force avec le colonialisme français, c'est pas la question sénégalaise qui dépend du rapport avec le colonialisme français. Le Congo est déjà, en fait, le roi des Belges est un gérant local des intérêts de toutes les puissances impérialistes. Et ça, c'est important de l'avoir en tête parce que jusqu'à aujourd'hui, ça va perdurer. Ce qui se joue au Congo, c'est pas simplement la dépendance vis-à-vis d'un État. C'est l'ensemble du système impérialiste qui a des intérêts au Congo autour de ces minerais stratégiques. Ça va, le second moment historique où ça va se révéler, ça va être le moment des indépendances. Rappelons-nous à quel moment Lumumba devient diabolisé par les États-Unis et par les autres puissances impérialistes. C'est au moment où il revient d'Accra. Il va à Accra, il croit encore qu'on peut améliorer la colonisation belge. Il croit encore ça. Il arrive à Accra, il rencontre un Frantz Fanon, un Nkrumah, etc., qui, par leur analyse théorique, politique, économique, le convainc que non, c'est non seulement l'indépendance, mais c'est l'indépendance économique. Et c'est à partir de ce moment-là,
alors qu'on a des documents qui indiquent que les impérialistes étaient prêts à s'appuyer sur Lumumba, que d'un seul coup, il devient le pestiféré à abattre. À partir du moment où il a un projet national pour son pays, il devient la personne à abattre. Et comme ça a été souligné, la réaction à cela, ça va être dès ce moment-là, et jusqu'à aujourd'hui, la balkanisation du Congo. On va soutenir la sécession du Katanga. On va soutenir la sécession du Kasaï, dans l'idée que un pays balkanisé nous permet l'accès aux richesses. Un pays uni autour d'un homme comme Lumumba nous enlève cet accès libre aux richesses. L'ambassadeur de France à l'époque écrit « L'éclatement du Congo est en voie de réalisation », je cite, hein, « sur le plan politique, c'est notre intérêt bien compris, l'intérêt de tout l'Occident. » Les choses sont claires. Et ça, c'est écrit 15 jours avant l'assassinat de Lumumba. On est sur une logique impérialiste qui est surtout ne pas permettre que ce pays, et je dirai quelques mots sur sa place géographique tout à l'heure, que ce pays puisse être un pays qui maîtrise ses ressources économiques. La réaction du peuple congolais à l'époque va être une réaction patriotique. Les gens sont derrière Lumumba. Et militairement, les Congolais sont en train de l'emporter par rapport aux sécessionnistes. Et on va envoyer l'ONU, les forces des Nations Unies. Frantz Fanon dira, la seule erreur du camarade Lumumba, c'est qu'il a été un idéaliste. Il a cru que les forces des Nations Unies allaient appuyer une révolution populaire. Voilà ce que dit Frantz Fanon de Lumumba. Il dit, j'ai une critique, c'est celle-là. Il a cru à cette idiotie-là. Parce que effectivement, que font les troupes des Nations Unies à ce moment-là? Ils protègent les sécessionnistes. C'est ça la réalité. Tous ceux qui ont des illusions sur l'ONU doivent connaître l'histoire de l'Afrique et l'histoire de ces moments particuliers. Et effectivement, cela va déboucher, tu l'as souligné, sur l'arrivée au pouvoir par coup d'État en 65 de Mobutu, qui va être le gérant local des intérêts occidentaux. Et pendant tout son règne, il va être l'homme des Occidentaux dans la région. Avec la fin de la guerre froide, les cartes se redistribuent. Les États-Unis, comme les autres puissances, les États-Unis qui se disent à ce moment-là, puisqu'il n'y a plus la guerre froide, je n'ai plus besoin des autres puissances impérialistes pour intervenir dans la région. C'était la Belgique et la France qui étaient... Et les États-Unis, donc, veulent immédiatement être directement concernés par rapport à ces richesses. Et c'est à ce moment-là que va commencer à se construire la stratégie de construction, comme on a construit Israël comme gérant local de l'impérialisme en 1948, on va construire un gérant local de l'impérialisme qui va s'appeler le Rwanda. Et effectivement, on va s'appuyer, on va instrumentaliser une question réelle, qui est la question des conflits entre Hutus et Tutsis et du génocide qui va être un génocide réel. On va l'instrumentaliser pour construire l'image d'un Kagame libérateur, l'image d'un Kagame, et après, en plus, on va construire après l'image du Rwanda, la start-up nation, etc. On va surarmer ce pays. On va construire en réalité le Rwanda. C'est l'Israël de l'Afrique centrale. C'est le gérant local. C'est les mêmes logiques. Il est le gérant local de l'ensemble du système impérialiste. Il est surarmé par les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Europe et en particulier la France. Alors ça, c'est au niveau historique et c'est important de bien garder ce long temps historique. Si nous regardons maintenant sur un point de vue géostratégique, le Congo est le plus vaste pays d'Afrique subsaharienne. 2 300 000 km². Plus de 4 fois la France. Le Kivu, en dehors de ses richesses, c'est aussi un enjeu géostratégique puisqu'il est situé à l'intersection des voies de communication de l'océan Indien et du Sud-Soudan. Autrement dit, cette place stratégique, elle est très ressemblante au rôle que joue le Moyen-Orient pour l'impérialisme. Le Moyen-Orient, c'est l'intersection entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Là, c'est le lien avec tout le monde arabe. C'est le lien de l'Afrique avec tout le monde arabe qui est en jeu. C'est le point de passage du projet des routes de la soie chinoise, comme par hasard. Et qui vous sépare les bassins hydrographiques
des fleuves Congo et Nil, deux des principaux fleuves africains. C'est ce qui va faire qu'on va autant investir dans le soutien à Mobutu à l'époque. Pourquoi? Parce que c'était la manière de s'opposer à tous les mouvements de libération nationale. C'est ce qui permettait de maintenir le cône blanc de l'Afrique, le cône fasciste de l'Afrique. Le Congo était ce qui permettait d'appuyer l'Afrique du Sud de l'apartheid, d'appuyer toutes les politiques, la Namibie, d'empêcher l'indépendance des colonies portugaises. Bref, on voit bien la place géostratégique du Congo depuis très longtemps jusqu'à aujourd'hui. Et dans la séquence présente, eh bien, je le disais tout à l'heure, les routes de la soie pour l'Afrique, donc ce grand projet chinois d'infrastructure, sans le Congo, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est un des points de passage incontournables. Et vous le savez, comme on le sait aujourd'hui avec un Trump qui dit ouvertement ce que les autres cachaient auparavant, on voit bien que le principal projet de l'impérialisme, c'est de bloquer la Chine par tous les moyens, et ça va faire des politiques d'ingérence un peu partout. Sur le contexte économique, ça a été dit tout à l'heure, je pense que c'est effectivement important de se rendre compte que dès le congrès de Berlin, on sait que le Congo est ce qui va plus tard être appelé un scandale géologique. Ça va d'abord être les richesses du sol qui vont être exploitées, puis après les richesses du sous-sol, avec effectivement l'épisode de l'uranium dans l'après-seconde guerre mondiale. Les minerais qui sont présents au Congo aujourd'hui augmentent l'importance stratégique du Congo. C'est pas n'importe quel minerai. C'est pas simplement du cuivre. On a affaire aux minerais comme le cobalt, dont le Congo est le premier producteur mondial. C'est-à-dire, on a affaire à des minerais comme le coltan, c'est-à-dire des minerais qui sont essentiels pour la transition énergétique, qui sont essentiels pour les armes de haute précision et les armes contemporaines. Bref, on a affaire aux minerais qui, aujourd'hui, déterminent quelle est l'économie qui va dominer le monde, quelle est l'armée qui va dominer le monde. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Les 2/3 de réserve mondiale du coltan se trouvent à l'est du Congo. Les 2/3. Imaginez l'enjeu. C'est le coltan qui est transformé en tantal et il est indispensable au condensateur de smartphone, sans lequel il n'y a pas de téléphone portable. Il faut vraiment avoir en tête, ça a été dit tout à l'heure, mais c'est important de l'avoir en tête, que le Rwanda ne possède pas une seule mine importante de coltan. Et pourtant, il est le premier exportateur mondial de coltan. Rien que cette dimension-là indique l'enjeu du chaos au Congo, l'enjeu d'une déstabilisation permanente depuis des décennies. À partir du moment où le chaos nous permet de continuer à piller le coltan, eh bien, c'est quelque chose qui peut être accepté par les multinationales occidentales, et ça n'empêche pas l'Europe de signer des accords avec le Rwanda. Le rapport des experts de l'ONU de 2024, décembre 2024, donc j'ai pris le dernier, révèle que le M23 a organisé l'acheminement de 120 tonnes de coltan par mois. Ça, c'est pas Saïd Boumama qui le dit, c'est pas toi qui le dis, c'est le rapport des experts de l'ONU. 90% du coltan exporté par le Rwanda, dit le rapport, provient de la République démocratique du Congo. Ça nous montre l'hypocrisie de nos grandes puissances qui nous parlent de démocratie. Ça nous montre ce que c'est concrètement que l'impérialisme. Alors, comment se couvre-t-il pour justifier ce type de choses? Mais il a suffi au Rwanda de voter une loi qui indique qu'à partir du moment où un produit a fait l'objet d'un travail de transformation, il peut être considéré comme rwandais. Voilà, ils ont fait voter cette loi, et donc ils disent, oui, peut-être que le minerai vient pas de chez nous, mais on a fait un travail de transformation, donc il est rwandais. Et les multinationales n'y voient rien à redire, et les grands pays occidentaux n'y voient rien à redire, et on signe des accords avec le Rwanda pour acheter ce minerai. En 2023, la production du Rwanda est estimée à 2070 tonnes, contre seulement 1918 tonnes pour la République démocratique du Congo, qui possède 80% des réserves mondiales. C'est dire en quoi nous sommes devant une hypocrisie générale. Et si demain vous voyez une émission à la télé qui pleure sur les pauvres Congolais qui meurent, c'est de l'hypocrisie pure.
Et pour bien saisir la période actuelle, eh bien, il faut maintenant regarder, nous en sommes où de l'histoire du monde aujourd'hui? Dans quel moment historique sommes-nous? Pour bien saisir cela, il faut prendre en compte les conséquences de la disparition de l'URSS dans les années 90. On va se retrouver pour la première fois dans l'histoire de l'impérialisme, je dis bien pour la première fois, avec une situation d'hégémonie totale d'une seule puissance. Avant 1945, vous aviez plusieurs impérialismes. La France et l'Angleterre qui étaient en contradiction. Dès la naissance de l'impérialisme jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais connu une situation à puissance unique. Et c'est à ce niveau-là que les choses vont commencer à se transformer. Ça va être une hégémonie économique, avec la décision de ne plus adosser le dollar sur des ressources en or. Donc les États-Unis disent au monde entier, je vous emmerde, je fais ce que je veux, ma monnaie n'a plus à se justifier et donc je peux m'endetter comme je veux. Les États-Unis sont le seul pays qui peut s'endetter à l'infini sans qu'il y ait une conséquence. Et ça, c'est une décision unilatérale. C'est un coup d'État qui a été fait et qui n'est possible que parce qu'ils étaient la seule puissance hégémonique. Jamais la France ou la Grande-Bretagne n'aurait pu se permettre ça et ça n'a jamais été on l'a jamais connu dans l'histoire de l'humanité. C'est également un pays qui va s'autoriser, vous le savez bien, eh bien, des politiques de sanctions, avec plus de 10 pays ayant des sanctions et plus de 100 entités qui sont sous sanctions aujourd'hui. Le problème des États-Unis à ce moment-là, c'est comment faire perdurer cette situation inespérée d'hégémonie totale sur le monde. Que jamais dans le passé on a connu, que jamais la France n'aurait pu espérer avoir, jamais l'Angleterre n'aurait pu. Pour la première fois, on a cette situation. À ce moment-là, vont s'élaborer, et c'est public. Le problème, c'est que parfois, on ne croit même pas ce qu'on lit du côté des impérialistes. Ils écrivent tel quel. Ça a été fait pour le Moyen-Orient et ça a été fait pour l'Afrique. Les plans pour le Moyen-Orient sont plus connus, mais on a les mêmes pour l'Afrique. Il faut redessiner les cartes. Voilà ce qui est mis en place comme stratégie. Il faut redessiner les cartes pour stabiliser et maintenir dans la durée l'hégémonie totale des États-Unis. Vous vous rappelez de la belle phrase de Hitler? Construire un Reich pour 1000 ans. Alors eux, ils ne le disent pas comme ça, mais leur préoccupation, c'est ça. C'est comment faire pour que cette hégémonie dure. Alors construire la carte des États, ça veut dire concrètement balkaniser. Balkaniser tous les pays qui ont un espace géographique suffisant, des richesses suffisantes pour pouvoir un jour, si un gouvernement progressiste arrivait au pouvoir, s'opposer aux États-Unis. Ça, c'est le premier volet. Pour le Moyen-Orient, ça va donner les guerres d'Irak, de Syrie, etc. Pour l'Afrique, ça va donner les guerres du Soudan, de Libye, etc., de Somalie, etc. Balkaniser et transformer des États qui étaient multiethniques et multireligieux en États. On va appuyer tous les clivages possibles. Donc, à par endroit, ça va être la dimension ethnique qui va être en avant. À un autre endroit, la défense d'une minorité. À un troisième endroit, etc. Toutes les causes sont possibles et imaginables à utiliser. Seconde dimension, installer des États vassaux, des sous-impérialismes, des États gérant toute une région. Au Moyen-Orient, ça va être Israël. Pour l'Afrique centrale, c'est le Rwanda. Et certains pensent au Maroc pour l'Afrique du Nord et le Sahel. On a cette logique-là qui se met en place, des États qu'on va surarmer, des États qu'on va soutenir, des États qu'on va blanchir en termes de politique, de communication, etc. On va créer des images du roi du Maroc moderne, de Kagame, homme moderne, contrairement à tous les autres chefs d'État africains, de Netanyahou, c'est un peu dur avec Netanyahou, mais la seule démocratie du Moyen-Orient, etc. Troisième dimension, dans les endroits dans lesquels on peut s'attendre à une résistance, susciter le chaos, et y compris le chaos durable, pour éviter l'émergence d'une construction nationale solide. Ça, c'est ce qui ressort
des stratégies états-uniennes. On connaît les plans pour le Moyen-Orient, il y en a eu une dizaine. Pour l'Afrique, on a eu également 3 plans. Alors, dans ceux que j'ai pu consulter, par exemple, étaient indiqués comme pays où il fallait aller soutenir la démocratie, entendez balkanisé. Soudan, Algérie, Congo, Libye. Et dans un autre des plans, il faut rajouter le Cameroun et le Mali. C'est dire que on voit bien en quoi la stratégie d'inscrire dans la durée l'hégémonie états-unienne conduit à faire une chirurgie sociale et politique des peuples, des États, etc. Alors, si ce qui n'avait pas été prévu par les États-Unis, ni par le camp occidental, ça va être l'émergence d'une résistance à cela. Et d'une résistance qui ne va pas être une résistance idéologique, qui va être juste un certain nombre de pays disant mais là quand même c'est complètement injuste ce qui est en train de se faire, etc. Donc elle va être très éparpillée. Ça va être en Amérique latine un certain nombre de dynamiques qui vont se coordonner, par exemple autour de l'ALBA pour dire mais les sanctions des États-Unis, il ne faut pas exagérer. Ça va être la mise en place des BRICS, qui sont un conglomérat complètement hétéroclite, mais qui ont un point commun, qui est s'opposer à l'hégémonie des États-Unis. Et donc, on va avoir le cumul d'un certain nombre de réactions. Ça n'est pas un projet positif, ça n'est pas un projet d'avenir, c'est juste, on défend, c'est défensif, mais juste on défend un certain nombre d'intérêts par rapport, et cela va suffire à mettre en inquiétude les États-Unis et qui vont les amener à accélérer leur plan de balkanisation. Alors, face à ce contexte global, quelles sont les possibilités de réaction? Bien, ça dépend des constructions nationales. Ça dépend de chacune des situations. Bien entendu, un pays qui a un projet national avec un minimum d'égalité sociale, de développement territorial égalitaire, bien entendu qu'un tel pays peut résister à cette stratégie impérialiste. Mais comme pour le Congo, on a une classe politique qui est fortement marquée par la corruption, qui a des liens énormes avec les mêmes qui détruisent la nation congolaise, c'est-à-dire qui sont à la fois soutiens de l'Occident, en même temps où l'Occident détruit l'intégrité territoriale congolaise, on voit bien qu'il y a des faiblesses pour défendre. On a juste un autre élément qui montre l'hypocrisie occidentale. Pendant 20 ans, on a empêché le Congo d'avoir une véritable armée. C'est-à-dire que le Conseil de sécurité avait voté un embargo qui empêchait le Congo d'acheter des armes. Voilà la réalité. Au même moment où on surarmait le Rwanda. Au même moment, vous savez, le Rwanda est le pays qui envoie le plus de soldats dans les missions d'intervention de l'ONU. Et dans le même moment, on empêchait le Congo de construire une véritable armée. Autrement dit, les pays qui ont un projet national, qui ont une construction nationale, qui ont un projet un minimum égalitaire de redistribution sociale, peuvent résister à cette pression, difficilement, mais peuvent résister. On a le cas du Venezuela. Hein. On n'a pas eu, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont connu autant de tentatives de déstabilisation. Ça ne veut pas dire que le Venezuela, c'est le paradis, mais ça tient. Ça tient. Il n'est pas certain que le Congo puisse tenir autant. Hein. Ça dépendra vraiment des dynamiques patriotiques qui vont naître ou non, qui vont se consolider ou non. C'est maintenant qu'on va juger la capacité d'un Tshisekedi à être à l'écoute de son peuple. Moi, je suis assez sceptique, mais c'est maintenant qu'on va pouvoir juger. Et ça pose la question des derniers événements. Qu'est-ce qui caractérise la séquence Trump par rapport aux séquences antérieures? Très franchement, moi j'entends beaucoup de choses ici en France. Trump, ce serait quelque chose de complètement nouveau, etc. Ce serait la rupture avec le passé, etc. Je crois qu'il faut vraiment arrêter avec ces approches journalistiques. Il n'y a aucun désaccord de fond entre Biden et Trump. Il n'y aura pas de rupture dans les intérêts des États-Unis à l'extérieur. Ce qu'il y a, c'est une divergence sur la capacité des États-Unis
à mener plusieurs fronts en même temps. Ce qui distingue Biden de Trump, c'est le choix de Trump, mais du coup, c'est beaucoup plus dangereux, le choix de Trump, de tout concentrer dans l'opposition à la Chine et de reprendre main partout, et le Congo est dedans, reprendre main partout où la Chine a pu avoir des avancées en termes de contrats, en termes d'alliances, en termes de dynamique, etc. Et donc les fronts de guerre, il va falloir les lire autour de cette opposition à la Chine. Qu'est-ce qui relie la question du canal de Panama, du Groenland, du Congo? Qu'est-ce qui relie? Prenons un exemple, le Groenland. Le Groenland, on sait aujourd'hui qu'avec le réchauffement climatique, des minerais qu'on ne pouvait pas exploiter, on peut maintenant les exploiter, et en particulier les terres rares. Et on voit bien que ce qui est les terres rares, c'est un des points de force de la Chine dans la concurrence économique avec les États-Unis. Sur le Panama, c'est également l'opposition à la Chine, d'ailleurs avec un certain succès de Trump, puisque le Panama vient de se retirer des routes de la soie. Donc on voit bien que le Congo est victime aujourd'hui de cette volonté des États-Unis d'empêcher, de revenir en arrière sur les accords que la Chine et le Congo ont pu signer ensemble. Autrement dit, je crois qu'il faut vraiment qu'on prenne conscience aujourd'hui de la responsabilité de nos États. Tu soulignais à juste titre en introduction que notre débat n'est pas de faire un débat universitaire sur le Congo. Il est de se poser la question, est-ce que nous, on a quelque chose à voir là-dedans? Oui, la France a fait partie de ceux qui ont permis au Rwanda de jouer ce rôle particulier qui est le sien. Oui, la France a été de ceux de ceux qui achètent aujourd'hui le minerai congolais, qui est un minerai souillé du sang des Congolais. Autrement dit, ce n'est pas un soutien abstrait au peuple congolais, c'est la prise en compte de notre responsabilité dans la situation. Et je pense que, du coup, il faut vraiment qu'on se dise que ce génocide, parce que c'est un génocide, ce génocide qui est lié au Congo, il est lié aux intérêts des grandes puissances occidentales et aux intérêts de la France, entre autres, et que par conséquent, on a un devoir d'action et un devoir internationaliste. Pour la Palestine, ça commence à être compris, mais pas suffisamment. Pour le Congo, on en est loin. C'est dire l'ampleur du travail qui reste à mener. Merci. Il y a le deal, la première question, le deal Tshisekedi, le M23. Bon, il y a plus que ça. Hein. Même le père Tshisekedi était en intelligence avec le Rwanda. Bon, le deal Tshisekedi, le M23, Tshisekedi arrive au pouvoir en 2018, il n'a pas gagné les élections. C'est lui qui avait gagné les élections, c'est Martin Fayulu. Mais Kabila avait peur parce qu'il s'était rapproché de la Chine, il a signé le contrat chinois, il a donné les mines stratégiques du Congo. En contrepartie, les Chinois allaient construire les infrastructures au Congo. Ça n'a pas plu aux Américains. Et ils n'ont pas vu ça venir. Ce qui fait que vers la fin, quand Kabila veut changer la constitution pour rester au pouvoir, les Américains mettent la pression. Ils menacent même de l'arrêter, vu qu'il y a eu des violations de droits de l'homme, des gens arrêtés, tués pendant son mandat. C'est dans cette peur-là que le président de la CENI, donc l'organe qui organise les élections, M. Nanga, qui est actuellement en rébellion, le leader de la rébellion, sur instruction de Kabila certainement, décide de proclamer Tshisekedi, qui était aussi candidat à l'élection présidentielle, il était de l'opposition. Une parenthèse, on était tous dans l'opposition, on s'est retrouvés quelque part, l'opposition s'est réunie à Genève et a décidé de présenter un seul candidat.
Fayoulou. On a organisé des petites élections à l'intérieur de l'opposition, les primaires, hein, pour avoir un seul candidat. Tshisekedi était là, il a été battu. Il dit, je vais soutenir Fayoulou. Quelques jours après, il quitte Genève jusqu'à Nairobi. Et c'est après qu'on a appris que c'est les services rwandais qui l'ont emmené là-bas. Et il dit, je me retire de ce que j'ai pris comme engagement à Genève, je serai candidat. Il est candidat, il n'a pas gagné. Le candidat de Kabila n'a pas non plus gagné. Mais puisque l'Occident était déterminé à faire partir Kabila, ils ont laissé Nanga proclamer Tshisekedi qui avait 15% qui n'avait pas gagné. Tshisekedi devient président de la République, mais il a peur de Kabila parce qu'il a la pression de chancellerie pour qu'il mette fin avec Kabila. Kabila avait la majorité à l'Assemblée et Tshisekedi était président. Puisque Kabila avait le contrôle de l'armée, Tshisekedi avait peur que Kabila le renverse militairement. Il négocie avec le Rwanda, le Rwanda est le parrain du M23. Il fait venir le M23 à Kinshasa. Ils sont restés là pendant 14 mois. Et en fin de compte, il se rend compte que la menace s'éloignait. Il décide de faire partir le M23. Or, le M23 avait déjà des revendications, il se voyait déjà au pouvoir avec l'autre. Ils n'ont pas apprécié. Et ils sont partis, ils sont rentrés au Rwanda. Donc, il y a eu cet arrangement avec le M23, Tshisekedi. Et Nanga, le président de la Commission électorale nationale indépendante, qui a fait aussi un arrangement pour proclamer Tshisekedi élu. Certainement influencé par Kabila. Donc Tshisekedi ne respecte pas son accord avec le M23. Tshisekedi ne respecte pas son accord avec Kabila. Et il cherche à arrêter Nanga. Nanga s'évade. Il rejoint le M23. Il dit, cet homme ne respecte pas les accords. Nous devons le combattre. Mais c'est des rivalités. Tous ont un seul maître, c'est l'Occident. Donc c'est une guerre de positionnement. Voilà. Alors pour les Tutsis financés par la CIA, le régime au Rwanda est dirigé majoritairement par des Tutsis. Et ceux qui font la guerre, majoritairement, il y a aussi les Hutus, hein, qu'on a pris, qu'on envoie au front. Les Hutus qui étaient au Congo, qui sont rentrés au Rwanda, qu'on a recyclés, qu'on envoie aussi au front au Congo. Mais on a constaté que dans certains coins du Kivu, il y a des femmes qui sont violées, mutilées. C'est une technique, d'après certains experts, pour empêcher les femmes du Kivu de reproduire. Parce qu'il faut aussi le dire que le Rwanda a un problème de terre. Ces massacres qui se font dans certains villages, certains coins du Kivu, visent entre autres à peupler, à prendre des populations venues du Rwanda pour les installer dans certains coins du Kivu. Parce que c'est vrai qu'ils ont un problème de terre. Mais c'est des Africains comme nous. C'est des choses qui peuvent se résoudre pas en suivant le diktat de l'extérieur, c'est pas en tuant les Congolais, en venant plutôt prendre les richesses du Congo que cela va se faire. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler du bien des Rwandais. Je parle des Rwandais parce que c'est maintenant une haine qui s'est installée au regard du nombre de morts, des exactions. Les populations, vous ne pouvez pas parler du bien
du Rwanda ou des Rwandais, même innocents, au Kivusiens. Pourquoi? Parce qu'ils souffrent depuis des décennies. C'est depuis 94 que cette partie de notre pays est dans l'instabilité, les tueries, plus de 10 millions de morts. Ces gens ne dorment plus chez eux chaque jour. Il y a des bébés qui sont égorgés, tués. Les images sont atroces, vous ne pouvez pas les voir. Bon, tout ça, c'est toujours l'extérieur qui est à la base, qui dicte. L'objectif, c'est diviser pour régner. Et les gens qui vivaient bien depuis un certain temps, les Congolais et les Rwandais ne s'entendent pas. Même ici, en Occident, quand ils se croisent, souvent c'est des bagarres. Donc voilà, c'est, je crois, dans ce contexte-là qu'on vous a donné cette information-là, parce que c'est la CIA qui est derrière le régime rwandais. Mais ça, c'est une politique menée par le gouvernement, par l'État rwandais. En principe, les populations n'ont rien à voir. Mais puisqu'il y a eu l'intox, puisque les gens meurent maintenant, ça pose vraiment un sérieux problème. Mais la plupart de ces pays ont été achetés par des grandes puissances. Le Congo-Brazzaville, ce n'est pas un secret. Celui qui est là, il a plus de 30 ans aujourd'hui du pouvoir, on sait. Bon, voilà. La plupart, comme l'a dit Saïd, avec l'environnement international aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Donc, ces pays qui sont autour de la RDC reçoivent des instructions venant d'ici. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, ils obéissent. En tout cas, je peux vous donner une image. Le Congo est comparable aujourd'hui à un éléphant malade par terre. Chacun vient prendre son morceau. L'Angola nous prend une partie du pétrole. Nous le savons. Voilà. Ça, on n'en parle pas. Parce qu'il n'y a pas de guerre. L'Ouganda, qu'on ne cite pas, ils pillent les richesses du Congo. Ils sont même en train de construire une route qui part de Goma jusqu'à Kampala pour sortir les minéraux. Ouais, donc, Saïd l'a dit, c'est un comptoir. Personne ne veut que ce pays puisse avoir une armée qui soit capable de défendre l'intégrité territoriale du Congo. Lumumba l'avait compris lorsqu'il a rencontré Kwame Nkrumah en 58 à Accra. Un autre qui a compris cela, c'était Laurent Désiré Kabila. Mais on l'a tué. On l'a tué. Donc c'est ça. On ne peut pas nécessairement s'attendre, et surtout à l'époque où Laurent Kabila était encore en vie, il y avait Mugabe à la tête du Zimbabwe. On sait qui est Mugabe dans la lutte pour l'indépendance de l'Afrique, tout ce qu'il a fait. Bon, Mugabe n'est pas comparable à, par exemple, celui qui est au pouvoir. Je ne dis pas qu'il est totalement invendu, mais à l'époque, il y avait Mugabe, il y avait Dos Santos, qui n'est plus là. Bon, il y a la Namibie a été à l'époque dirigée par Sam Nujoma, qui est mort, qu'on a enterré, il n'est plus président de la République. Donc, l'environnement a considérablement changé sur le plan international, et cela a des répercussions aussi en Afrique. D'abord, pour bien montrer l'importance de la période Kabila père. Lorsque Kabila signe des accords avec la Chine, il a cette expression particulière. Il dit pas, moi je suis d'accord avec la Chine au niveau idéologique, etc. Non, il signe un accord et il dit, mais les accords commerciaux du Congo avec l'Occident durent depuis des décennies et nous n'avons aucun kilomètre de route. L'accord que je viens de signer avec la Chine, c'est 900 kilomètres de route dans les 3 ans. Autrement dit, on est bien là simplement sur la défense des intérêts du peuple congolais, non pas d'un choix idéologique. Et c'est important de le rappeler, ça, parce que sinon, on a des discours sur oui, mais pourquoi il va vers la Chine, etc. Non, il va vers la Chine parce que, objectivement, et ça ne veut pas dire que c'est le paradis, objectivement, ça rapporte c'est plus intéressant pour l'économie congolaise que le pillage antérieur. Sur la question sur les Tutsis, Hutus, etc., il faut vraiment, si vous n'en êtes pas convaincu,
venez me voir, je vais vous donner des lectures, etc. Tous les débats sur les guerres tribales, les guerres ethniques, il faut les mettre de côté. C'est des inventions coloniales. Les ethnies ont existé avant, bien entendu, la colonisation, mais elles faisaient partie de réalités nationales et elles étaient en lien et c'était pas des dimensions contradictoires. L'idée d'une opposition entre Hutu et Tutsi ancestrale, c'est une invention coloniale. De même que l'idée d'une opposition éternelle entre Arabes et Berbères en Afrique du Nord était une invention coloniale. Voilà, entre sunnites et chiites. Les sociétés se sont construites et ont trouvé des équilibres et avaient une manière de fonctionner. Les colonisateurs, pour dominer, ont eu besoin d'instrumentaliser telle ethnie, telle tribu, etc. Au Rwanda, on a même jusqu'à été dire, je crois que c'était pour les Tutsis, qu'ils étaient des descendants d'Européens, de couples mixtes. Voilà, on a été inventé des origines pour justifier d'utiliser une ethnie pour maintenir la domination sur l'ensemble du pays. Et donc c'est important d'avoir ça en tête parce que sinon, on ne va pas aller regarder du côté des enjeux économiques, du côté des véritables endroits où ça se joue. Et y compris les peuples eux-mêmes peuvent s'illusionner, peuvent intérioriser ces fausses explications si on prend pas ça en compte. Sur la question des pays avoisinants, je partage ce que tu as dit. Je compléterai juste sur un point. Le Congo a un point d'appui, qui est l'Afrique du Sud. Et qui est un point d'appui aussi pour une raison toute simple. C'est que derrière la déstabilisation du Congo, les grandes puissances ont intérêt à déstabiliser l'Afrique du Sud, qui est un des points clés de la dynamique des BRICS, qui est justement la dynamique qui fait peur aux États-Unis. Et donc, le point d'appui, pour moi, c'est l'Afrique du Sud. Le Congo n'est pas marqué par une dynamique des forces progressistes particulière. Hein. Je vais même vous dire quelque chose, alors, ça n'enlève rien, du courage et de l'ampleur et de l'exemple qu'ont constitué à Lumumba, à Moulélé, etc. Mais la colonisation belge a été une des pires colonisations. On l'appelait l'empire du silence. On l'appelait l'empire du silence, c'est-à-dire que tout était organisé pour que les Congolais n'aient aucun lien à l'extérieur. C'est-à-dire que, alors que les nationalistes algériens ont très rapidement pu être en contact avec les partis communistes occidentaux, avec les dynamiques anti-impérialistes ailleurs, qu'ils allaient au Congrès, ils rencontraient des gens, etc. Pour le Congo, c'était l'enfermement, pour que justement n'émerge pas cette dynamique de dynamique militante. Et c'est ce qui va expliquer pourquoi Lumumba, quand ils seront à Accra, d'un seul coup, il découvre un autre monde. Il était, lui, uniquement sur les débats internes au Congo, sans lecture possible, sans rencontre des débats qu'il y avait au niveau international. Donc, il ne suivait pas ce qui se passait au niveau international en termes de tous les débats sur l'international communiste, sur le débat sur la libération nationale, tout ça. Beaucoup d'enfants du Congo pouvaient pas avoir accès à ça. Et lorsqu'ils ont accès à ça, l'histoire s'accélère. Et Lumumba le dit lui-même, j'ai découvert un autre monde. Mais ce que me dit Nkrumah, c'est énorme. C'est comme s'il passait d'un siècle à un autre. Il passe de l'empire du silence à la découverte que partout, il y a des gens qui se battent. Et qui se battent avec non seulement l'idée d'indépendance, mais l'idée d'indépendance économique. Il découvre tout d'un coup. Il le dit, il dit, j'ai été à Accra, je suis revenu, c'était pas le même Lumumba. Voilà. Et donc, on n'a pas une historicité des forces progressistes justement à cause de cela. Et on n'a pas laissé les forces progressistes au Congo le temps de se construire. Elles ont été immédiatement massacrées par la mort de Lumumba, puis après, ils ont été obligés d'être au maquis et ça a été également la catastrophe. Donc, on n'a pas... Il y a une situation qui crée la révolte, mais il n'y a pas cette dynamique-là particulière. Et ce qui permet au Rwanda d'exister comme il existe, puisque c'est la seconde partie de ta question, je pense qu'il faut vraiment considérer le Rwanda comme l'Israël d'Afrique centrale. Comment un pays comme Israël peut être dans une impunité aussi totale, avoir une armée aussi puissante et gérer toute une région? C'est exactement la même logique. C'est la logique des États pivots gérants locaux d'intérêts extérieurs.
Et le Rwanda a été construit sous cette forme-là. Pour bien comprendre l'intérêt du Congo pour les grandes puissances, le Rwanda a des accords militaires avec les États-Unis, a des accords militaires avec Israël, avec les accords militaires avec la France, les accords militaires avec Istanbul. Il a des accords militaires, un petit État. Pourquoi tous ces accords-là? Ben, c'est pour le Congo. Donc, vous comprenez? Comme l'a dit Saïd, au Congo, les progressistes, une fois identifiés, tout est fait pour leur arracher la vie. Donc, les chancelleries qui sont là, on a tout le monde au Congo. Mossad, tous, ils sont là. CIA, la mission, c'est de repérer les progressistes congolais et les assassiner. C'est le sort de Lumumba. Et il y a un rapport de la commission des assassinats et bien mal acquis de la conférence nationale souveraine de 90 qui dit qu'il y a eu plus de 100 000 progressistes congolais, lumumbistes, qui ont été assassinés pendant le règne de Mobutu et avec la complicité de l'Occident. Ils ont été tous massacrés. Et parce que c'est une question de vie ou de mort. Parce qu'ils savent que les progressistes congolais, ils ont un discours, ils ont une idéologie différente de ceux qui font de la politique, mais au service des grandes puissances. Et que notre message à nous, il passe facilement au Congo. Je vous ai dit tantôt que après l'assassinat de Lumumba, c'est lui qui a déclenché la lutte armée après avoir tenté de négocier, Pierre Moulélé. Mon défunt père était dans ce maquis avec lui. Il était d'ailleurs le chef militaire. Il avait 25 ans. Il a appris en Chine les techniques de la guérilla. Il était le premier Congolais à avoir été en Chine. C'est pourquoi il va au maquis avec Moulélé. Et les Kabila pères, ils étaient tous jeunes. Il me racontait, il me dit, le 3/4 du pays était entre nos mains. En si peu de temps. Parce que nous leur avons expliqué ce que c'est l'impérialisme. Pourquoi nous sommes dans cette situation et pourquoi on devait se battre pour libérer notre pays de la domination étrangère. Et Mobutu, malgré qu'il était soutenu par les grandes puissances, il n'a pas tenu. Il n'a pas tenu. Ils ont occupé les 3/4 du pays. Et c'est la Belgique qui est venue avec ses parachutistes, les États-Unis, pour mettre fin au soulèvement des partisans de Lumumba. Donc le Congo est très stratégique pour toutes ces puissances-là. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on retrouve comme minerais, il y a d'autres minerais stratégiques qu'on n'a pas encore pu évaluer pour savoir qu'est-ce que ça représente. Nous, peut-être, nous ne savons pas ce que ça représente, mais je suis sûr, probablement, eux le savent. Voilà pourquoi ils tiennent à avoir la même mise sur tout ce qui se passe dans le pays. Donc, on a une classe politique qui dort. Les politiciens congolais sont dictés par les chancelleries qui sont à Kinshasa. Vous comprenez? Donc, nous, par exemple, au Congo, bon, ici on peut parler, mais au Congo, très souvent, les camarades se retrouvent en prison. Moi, on n'en parle pas. J'ai fait 2-3 fois la prison. Donc, allez-y comprendre dans quelle situation on se trouve. Si vous avez lu la dernière interview de Tshisekedi au journal New York Times, d'ailleurs, il propose à Trump de signer les accords miniers pour que la paix revienne à l'est du pays. Allez-y comprendre à qui on a affaire. C'est une façon de dire, bon, moi je vous donne les richesses minières en contrepartie, laissez-moi au pouvoir. C'est ce que ça veut dire. Donc il n'est pas là au service du peuple congolais, il veut rester au pouvoir, donc il sait que c'est les Américains qui sont à la base. Il ne résiste pas,
Il n'organise pas le peuple pour résister contre les États qui agressent le pays, les mouvements qui sont soutenus par les grandes puissances. Non, ça, c'est pas son affaire. Il ne comprend même pas qu'aujourd'hui, le monde a évolué et qu'il peut s'allier aux BRICS. Il peut diversifier les relations avec d'autres États. Il peut former une armée vraiment qui soit capable de défendre notre pays. Non, la situation la situation que vit l'armée congolaise aujourd'hui, mais c'est le reflet de l'État congolais. Il y a la corruption partout. Vous voyez? Donc, Tshisekedi arrive au pouvoir par la corruption. Il gère un pays aux dimensions continentales, sans mandat. Il détourne les deniers publics de l'argent. Ses amis qui ont vécu en Occident avec lui travaillent là à Kinshasa. Ils s'achètent des maisons un peu partout. Ça n'a jamais été leur souci de doter ce pays-là d'une armée capable de défendre les frontières du pays. Et donc, l'Occident, le profil de Tshisekedi l'intéresse. Ils aiment ce genre de personnages. Donc, il est là. Là, il a tenté de changer la constitution pour se maintenir au pouvoir. Bah, les gens se sont organisés. Hein. On s'est dit, mais sous Kabila, vous avez dit qu'il devait respecter la constitution. Et vous, pourquoi vous voulez rester là? Donc, tout le monde essaie de s'organiser pour l'empêcher de changer la constitution. Et la manière dont il gère la guerre, ça se voit que c'est pas quelqu'un qui se bat pour les intérêts de notre peuple. Aujourd'hui, Nanga et les autres sont devenus forts dans le Kivu parce que, entre autres, ils constatent que Tshisekedi commet beaucoup de fautes. Ils décident, par exemple, de changer la constitution. Quand ceux qui sont en rébellion disent « vous voulez que Tshisekedi reste », les autres, ils vous disent « non ». Pourquoi? Parce qu'on a dit ça contre Kabila. Pourquoi? Lui veut faire la même chose. Donc, pour revenir sur les progressistes congolais, malheureusement, ils ne vivent pas longtemps. On finit par les assassiner. Mais c'est pas une raison pour nous de croiser les bras et ne rien faire. On essaie d'apprendre ailleurs. On voit ce qui se passe ailleurs. On essaye de s'adapter dans la situation difficile de la République démocratique du Congo. Mais on s'organise quand même. On s'organise, on crée un petit espace à nous. On s'organise petit à petit dans les provinces. Ça évolue quand même. C'est difficile parce qu'il y a la pauvreté. Les gens ont du mal à se nourrir. Les gens ont du mal à se déplacer, comme on lui disait, comme disait Saïd. Au Congo, avant l'indépendance, les gens ne circulaient pas. Les colons interdisaient pour aller d'une province à une autre, il faut une autorisation. Les partis politiques n'existaient pas. Il n'y avait que des associations à caractère tribal. Ce qui fait que quand le pays accède à l'indépendance, ce sont les associations tribales qui se transforment en partis politiques. Et la Belgique a soutenu tout ça. Le seul qui a créé un parti à caractère national, c'est Lumumba, venu d'Accra, où il a rencontré Kwame Nkrumah, Félix Moumié du Cameroun, Frantz Fanon. Il rentre, c'est un Lumumba transformé. Il a un autre discours. Il crée le mouvement national congolais. Et là, ça ne plaît pas à la Belgique et à la CIA. Ils ne veulent surtout pas l'unité du peuple congolais. C'est la raison pour laquelle on l'a assassiné. Et on a pourchassé ses partisans. On les a tous assassinés. Le Laurent Désiré Kabila, là, sont des rescapés, les derniers, à peu près, qui étaient en exil et qui, tactiquement, ont accepté de composer avec le Rwanda pour chasser Mobutu. Le but était de prendre le pouvoir, de transformer le pays, d'aller de l'avant. Et le premier voyage de Laurent Désiré Kabila, c'était en Chine, pas en Occident. Et tout de suite, on a compris que ce n'était pas un agent comme Mobutu, et il fallait tout de suite l'éliminer. Ils ont tout fait, ils ont déclenché la guerre, ils n'ont pas réussi avec la guerre. Finalement, ils ont décidé de l'assassiner. Curieusement, Lumumba est assassiné dans l'histoire. Lumumba est assassiné le 17 janvier 1961 et Laurent Désiré Kabila a été assassiné le 16 janvier 2001.
chez lui, dans la maison. Un chef de l'État, on peut l'abattre dans le contexte africain, en dehors de chez lui. Mais quand il est chez lui, c'est le lieu le plus sécurisé du pays. Donc, allez-y comprendre la dimension du complot qui impliquait les chancelleries à Kinshasa. Et je sais de quoi je parle puisque j'ai suivi le procès. Voilà. Si je peux juste compléter sur... moi, je partage entièrement ce qui a été dit, hein, mais sur la difficulté des progressistes, il y a une autre dimension également. Il se trouve que j'ai eu la chance, à l'époque de Kabila Père, j'ai eu la chance, le gouvernement congolais m'a demandé pendant 5 ans d'accompagner la question de la réinsertion des enfants soldats. Et je me suis aperçu à ce moment-là de l'ampleur de l'action des ONG occidentales et de l'Église et des ONG liées à l'Église. On avait à ce moment-là, alors qu'il y avait un vrai projet du côté de Kabila Père en termes de dynamique, on avait un État qui n'avait pas de moyens, c'est-à-dire que le directeur de cabinet d'un ministère gagnait moins que le chauffeur de l'UNICEF. On en était là. Et c'est dit, et effectivement, du coup, avec aussi la chasse à tous les leaders qui apparaissaient. Un peu ce qu'on a connu en Palestine aussi, hein. On a eu une période très difficile en Palestine où un certain nombre de dirigeants politiques palestiniens se sont retrouvés salariés d'ONG, etc. J'avais été étonné du nombre de prêtres qu'il y avait. Et donc je discutais avec un prêtre qui était un de mes élèves et qui me dit non mais c'est un métier. Voilà, il m'a pas parlé de sa foi, il m'a dit c'est un métier. Et donc c'était ça la situation, c'est-à-dire qu'à côté en plus de la répression, il y avait aussi cette situation de misère et de prégnance des ONG occidentales pour décapiter toute velléité de contestation. Pardon. Alors, un autre élément important dans les habitudes des gouvernements en Afrique, au Congo. Très souvent, les dirigeants, les chefs d'État et autres, ils recourent souvent à l'aide occidentale. Mais Laurent Désiré Kabila, il est arrivé au pouvoir le 17 mai 97. Il a dit au peuple congolais, vous verrez ce que je vais faire. Je ne vais pas recourir à l'aide extérieure. Il a lancé une nouvelle monnaie sans recourir à l'aide financière du FMI, la Banque mondiale, le franc congolais. Il a augmenté le salaire des fonctionnaires. Il a dit, je réhabilite la justice. Celui qui vole l'État, il est en prison. Tout le monde avait peur, on sentait qu'il y avait une autorité, les choses avaient changé. À la fin du mois, les gens étaient payés. Les militaires qui avaient des tenues délabrées, il a construit une usine au Congo pour les uniformes des militaires. Il a lancé le franc congolais et le franc congolais, un franc congolais équivaut à $1. C'était une monnaie très forte, sans recourir au FMI ni à la Banque mondiale. Il a commencé une mécanisation de l'agriculture. Il produisait du maïs, très souvent ça venait de l'extérieur. Il a dit, nous devons ici faire l'élevage, l'agriculture. Alors, les chancelleries ont commencé à bouder. Le surplus de nos maïs, où est-ce que nous allons le déverser? Et les prix des biens de première nécessité avaient baissé dans tout le pays. Il dit, moi je ne veux pas recourir à l'aide occidentale, je ne veux pas endetter le pays. C'est fini cette politique-là. Mais les pays voisins, là, tous les autres, comme ils avaient toujours la même politique, ce qui a fait que certains pays, certains chefs d'État ont comploté contre Kabila, Laurent, parce que lui, il a tout fait pour se détacher de la tutelle du FMI, de la Banque mondiale. Alors l'Occident commençait à se dire, Kabila est en train de réussir sans notre assistance. Cette politique-là risque d'être contaminer les autres. Il faut rapidement l'éliminer.
je pense qu'à la différence de la Palestine, sur la question du Congo, le français moyen est dans le niveau d'information 0. Sur la Palestine, on peut dire il est à côté de la plaque, mais il y a un minimum d'informations. Sur la question du Congo, on est au niveau d'information 0, et surtout, on est loin de l'idée que la France pourrait avoir quelque chose à voir avec ce qui se passe là-bas. C'est-à-dire que je pense que vraiment sur le Congo, on a un devoir d'abord d'information sur les profits qui se font sur les morts congolais. Et sur le fait que l'État français et l'Union européenne, et que notre niveau de vie ici, est aussi lié à ces morts là-bas. Alors, je ne sais pas sous quelle forme, mais moi, je verrais bien une campagne du maximum d'associations sur « Nous sommes complices des morts au Congo. Voilà combien on a acheté de coltan au Rwanda. » Voilà. Je pense que si on a quelque chose à apporter, c'est autour de ce type de campagne à construire. Nos entreprises font du profit à partir du sang congolais. Notre État est complice de cela. Il faudrait qu'on imagine quelque chose, il faudrait qu'on construise quelque chose avec à la fois toutes les forces anti-impérialistes en France, mais aussi avec les organisations de la diaspora, avec le mouvement anti-impérialiste. Voilà, on pourrait imaginer quelque chose qui est une campagne spécifique Congo et qui permettrait de répondre aussi à une partie de votre question tout à l'heure sur le clivage, en gros, à l'intérieur d'Afrique, entre l'Afrique du Nord et le reste de l'Afrique. Sur la question de est-ce que la violence de Trump aujourd'hui vis-à-vis de ses vassaux va changer les choses. En gros, on a un Trump qui nous dit bon, maintenant vous obéissez, maintenant vous payez. Il dit pas on va abandonner l'OTAN. Hein. Il dit juste maintenant c'est vous qui payez. C'est moi qui continue à commander, mais c'est vous qui payez. C'est ça la stratégie de Trump. Hein. Je pense qu'il est encore trop tôt de savoir dans quelle direction ça va. Vous savez, les contradictions entre pays impérialistes sont des contradictions entre brigands. C'est-à-dire, des contradictions entre brigands, c'est à la fois on reste ensemble et on se bouffe pour savoir qui va en emmener le maximum. Donc, je pense qu'il faut regarder de très près dans les mois et les années qui viennent comment l'Europe va réagir. Est-ce qu'elle va réagir en affirmant une position d'autonomie par rapport aux USA? Ils deviendront pas mieux fréquentables pour ça, hein, parce qu'ils le. Mais c'est une contradiction qu'on peut utiliser, que les pays du tiers-monde pourront utiliser pour desserrer les taux de l'hégémonisme états-unien. Là, les premières réactions sont quand même des réactions pour beaucoup d'obéissance. Donc, attendons. Voilà. Maintenant, personnellement, s'il y avait une affirmation européenne, autant pour nous ici en Europe, ça serait une mauvaise nouvelle parce que ça voudrait dire que pour s'affirmer, il faut renforcer les politiques austéritaires, etc., pour être à la hauteur de. Mais pour les peuples du monde, je pense que ça peut être une bonne nouvelle en termes d'exacerbation des contradictions avec les États-Unis. Sur la question du Zaïre, c'est très simple. On a un Mobutu qui, quand il était au pouvoir, avait une crise de légitimité. Il arrive au pouvoir, dans les wagons de l'impérialisme, il a une crise de légitimité. Et sa manière d'essayer de s'acheter une légitimité, ça va être le discours sur l'authenticité. On va revenir à nos racines africaines. Et le changement de nom, il est uniquement autour de ça, revenir à nos racines africaines. Ce discours de l'authenticité, quasiment tous les dictateurs d'Afrique l'ont utilisé. Comme je peux pas unir mon peuple sur l'avenir, eh bien, je fais semblant de l'unir sur le passé. Et je pense que lorsque Kabila lorsque Kabila arrive au pouvoir, je pense qu'il a raison d'utiliser comme terme non plus Zaïre, mais République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que quand il dit RDC, il nous renvoie vers l'avenir et non pas vers le passé. C'est la question de la nature du régime, c'est démocratique, c'est la question de la nation, c'est du Congo, etc. Donc il parle d'avenir et non pas du passé. En fait, très souvent chez nous, en Afrique, quand vous avez des dictateurs qui vous parlent du passé, ça veut dire qu'ils n'ont aucun projet d'avenir. Alors c'est une manière de masquer l'avenir effroyable qu'ils préparent pour leur peuple. Et donc, je pense que c'est ça qui s'est joué. Sur la question des résistances, aujourd'hui, on n'a pas. Il faut arrêter de comparer à ce que nous connaissons ici.
les peuples africains résistent comme ils peuvent, tous les peuples résistent comme ils peuvent. Donc ça prendra pas les formes qu'il y a ici. Moi, ce que je pense, c'est que les résistances au Congo, d'abord, on pourrait être surpris de comment ça peut naître rapidement. Je pense que les situations de crise sont des situations dans lesquelles la question de la nation et de la patrie se focalise rapidement. Moi, je vois des réactions de jeunes Congolais qui, il y a encore quelques semaines, ne parlaient jamais de politique et qui, là, parlent d'engagement. Donc, ça peut s'accélérer très vite. Simplement, moi, j'ai pas vu à l'heure d'aujourd'hui de grandes organisations capables de drainer une résistance, mais ça peut aller très vite. Sur la question du contexte international et des luttes des libérations nationales, oui, nous ne sommes plus dans la période dans laquelle le monde était porté par une dynamique internationale militante avec du projet politique et idéologique. On n'est plus à l'époque de la tricontinentale. On n'est plus à l'époque où les révolutionnaires du monde entier se réunissent, élaborent un programme de solidarité qui passe y compris par la distribution des armes. On n'est plus dans cette période-là. Et donc, l'apport que peut faire la Chine, c'est pas celui-là. L'apport que peut faire la Chine, c'est juste de créer un contexte qui permet de jouer sur des contradictions et du pouvoir. Là où il y a un pouvoir populaire, là où il y a un pouvoir national, de pouvoir ne pas être dans le face-à-face avec les dominants, de pouvoir trouver des modes pour quand même continuer à exploiter son minerai et ne pas être obligé de... tu vires les États-Unis, t'arrives au pouvoir, t'es obligé de retisser un accord avec les États-Unis. Et donc, ça élargit le champ des possibles des partenariats en cas de rupture patriotique ou révolutionnaire. C'est ça la situation. On n'est plus dans des situations comme on a pu connaître par le passé. Sur l'arrivée, sur la question de l'armée, mais il faut vraiment avoir en tête dans quelles conditions Kabila est arrivé au pouvoir. C'est suite à une guérilla longue, suite à un long processus, et il n'a pas eu le temps de construire une armée de type populaire comme tu le soulignes, il n'a pas eu le temps. On l'a tué avant ça. Et je pense qu'on l'a tué aussi parce qu'on sentait que, même si tout son programme n'était pas au clair, mais qu'il avait une orientation économique en termes de souveraineté, qu'il avait une orientation d'autosuffisance, une orientation en termes de défense nationale. Donc je pense que c'est pour ça qu'on l'a tué. C'est d'ailleurs ce qui me permet de souligner qu'il ne faut pas qu'on se trompe sur les dynamiques populaires en Afrique. L'image d'un continent qui avance pas, c'est une erreur. Hein. Le continent qui a eu le plus de révolutions, je dis bien plus, juste après c'est l'Amérique latine, c'est pas l'Europe. Hein. On nous parle souvent ici de la Révolution française, la Révolution bolchevique. Non. Le continent qui a eu le plus de tentatives de rupture révolutionnaire, c'est l'Afrique. Si vous regardez tous les pays d'Afrique, tu soulignais Madagascar, mais si on les cumule les uns après les autres, c'est là où il y a eu le plus de tentatives de construire autre chose. Simplement, coup d'État, assassinat, etc. Si vous cumulez tout ça, et donc on n'est pas dans un pays qui essaye pas, on est dans des pays dans lesquels on a coupé les têtes des dynamiques révolutionnaires et progressistes. Et c'est important de l'avoir en tête. Et pour Kabila, c'est la même chose, on a tué avant ça. Sur la question de l'unité panafricaine, j'entends très bien, et effectivement, je partage avec toi ce constat que j'ai entendu moi aussi. Mais il faut le dire dans l'autre sens aussi. Moi, j'ai jamais vu beaucoup d'Africains du Nord dans les manifs sur le Congo. Donc, c'est vraiment cette question, et qui est une vieille question, qui était abordée justement par les pères du panafricanisme dans les années 60. Il faut relire les textes des congrès panafricains d'Accra, etc., dans lesquels on dénonce la coupure Afrique du Nord, Afrique subsaharienne comme étant une création coloniale, dans lequel on parle de panafricanisme continental, dans lequel toutes ces questions-là sont abordées. Et effectivement, moi j'ai grandi, je suis d'une génération où j'ai grandi avec un père militant dans lequel la photo de Lumumba était dans la salle à manger. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a eu effectivement intériorisation de cette coupure coloniale et aujourd'hui, effectivement, malgré 10 millions de morts sur le même continent que l'Algérie, le Maroc, que la Tunisie, on va pas se sentir concerné, on va avoir moins tendance à se sentir concerné. Donc, c'est un cas général. Et donc, il faut poser de nouveau la question du panafricanisme, qui est une nécessité en réalité. Aucun pays africain ne peut être certain d'être réellement indépendant
sans avoir autour de lui une communauté de destin continentale. Nkrumah utilisait le terme de communauté de destin, c'est-à-dire que pour résister économiquement, pour résister politiquement, pour résister militairement, est-ce que une Afrique du Nord qui n'a pas sa stabilité avec l'Afrique de l'Ouest et des liens fraternels avec l'Afrique de l'Ouest peut résister? Est-ce que l'Afrique de l'Ouest peut se libérer sans lien de sécurité avec l'Afrique du Nord? Mais n'importe laquelle de ces deux entités est fragilisée et l'impérialisme peut s'ingérer, instrumentaliser, intervenir, etc. Et c'est cette idée de communauté de destin, c'est-à-dire que c'est même pas un choix romantique, etc. C'est pour être indépendant, il y a besoin des États-Unis d'Afrique. Bon, mais actuellement, ça peut se faire, le lien avec le Congo et d'autres États de la région. C'est ici pour moi l'occasion de saluer le travail de la dynamique unitaire, la DUP. Nous sommes membres, le camarade Adama Koulibaly qui est dans la salle, qui est derrière. La camarade Miriam aussi, donc la camarade Augusta aussi. Alors, en tout cas, grâce au travail que la DUP fait, ça nous a aidés, ça nous a permis de nous retrouver tous ensemble dans une dynamique continentale. Vous avez tantôt parlé de l'Afrique du Nord. On a aussi parlé de Che Guevara ici. Mais Che Guevara, avant de venir au Congo, ils se sont vus à la conférence des révolutionnaires à Alger en 64. Il a discuté de la situation du Congo avec Yerodia, qui était devenu vice-président, et parce qu'il s'occupait des relations extérieures. Et ils ont longtemps discuté à Alger sur la situation du maquis de Laurent Désiré Kabila, les insurgés, nos parents qui étaient au maquis. C'est à partir de là, à son retour de la Havane, qu'ils vont prendre la décision de venir prêter main forte aux maquisards, aux révolutionnaires congolais qui se battaient dans les maquis, dans les montagnes du Kivu. Donc vous voyez que ça, c'est un exemple qui prouve que à l'époque, il existait quand même ce panafricanisme qui avait uni toute l'Afrique. Et on a intérêt à continuer sur cet élan-là, qui a été un peu brisé. Mais c'est là que je salue aussi le travail de la DUP, qui fait le travail dans ce même sens-là. Ça fait des années où l'Afrique a connu une situation difficile. Des années 60 où on a arraché la vie à tous ceux qui se sont battus pour l'indépendance de l'Afrique. Aujourd'hui, avec ce qui se passe dans l'Afrique de l'Ouest, dans le Sahel, on revient un peu. On revient sur la pensée de Nkrumah, sur Lumumba. Et aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, il y a de plus en plus de jeunes qui s'impliquent, qui parlent de Sankara, qui parlent de Lumumba, c'est de Frantz Fanon. Donc, il ne nous reste qu'à organiser ça pour que les choses bougent, pour que les choses aillent de l'avant. J'ai vu comment les jeunes ici se sont mobilisés. Des jeunes qui n'ont jamais été en Afrique, qui se sont mobilisés pour dénoncer le Rwanda devant l'Union européenne, devant le Parlement européen. Donc, il y a quand même une prise de conscience dans ce sens. Il nous reste à organiser ça. Je pense que les choses vont aller de l'avant. Vraiment, merci beaucoup parce que c'était long. Vous avez donné beaucoup de contributions. Merci beaucoup à vous tous pour les questions. Avec beaucoup des informations à partager, continuer à s'engager avec nos camarades de la DUP autour de nous et tout. Et c'est un peu l'essence je répète, des cercles Manouchian, Association d'éducation populaire, de continuer à faire cet effort. Donc, on vous donne rendez-vous au mois prochain, au 28 mars, c'est toujours un vendredi, ici à 19h. On a parlé un peu de l'Amérique latine. Ça sera l'occasion de projeter les nouveaux documentaires de Victor Hugo Rivera et de Thierry Deron sur le travail politique et social des communes au Venezuela.